Bonjour, merci de cette invitation à parler des essais thérapeutiques dans les hypertensions pulmonaires associées à la fibrose pulmonaire ou aux fibroses pulmonaires. Et c'est enfin un domaine où il y a quelques essais positifs, en tout cas qui amènent de l'espoir et que l'on va voir. Voici mes liens d'intérêt. Alors pour commencer, je voulais rappeler le pronostic de l'hypertension pulmonaire du groupe 3, qui est particulièrement mauvais par rapport aux autres hypertensions pulmonaires, et cela que la maladie pulmonaire chronique en cause soit une fibrose pulmonaire ou une BPCO ou un syndrome emphysème fibrose. Il y a donc vraiment besoin de progresser dans ce domaine. Et pour ce qui est de la fibrose pulmonaire idiopathique, on sait que l'hypertension pulmonaire n'est pas rare. C'est plus de 30% des patients au moment de l'évaluation pour la transplantation, plus de 10% des patients au moment du diagnostic de la fibrose pulmonaire idiopathique avec un cathétérisme montrant une PAP moyenne. C'était alors des études qui utilisaient une limite à 25 mm de mercure. La physiopathologie est complexe, ce qui rend également complexe le traitement potentiel de cette hypertension pulmonaire, mais on sait que lorsqu'elle est présente, elle est associée à une aggravation du risque de mortalité, de la dyspnée, de la fonction pulmonaire, de l'oxygénation, de la capacité à l'exercice et même des exacerbations de fibrose. Alors pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement. La recommandation est d'optimiser et de corriger si possible l'hypoxémie, d'optimiser l'oxygénation. Des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire ne sont pas recommandés. Et ce qui est conseillé, c'est en cas d'hypertension pulmonaire sévère, d'essayer d'individualiser la prise en charge. Mais individualiser la prise en charge, c'est vraiment difficile puisqu'on n'a pas d'essai. Et donc, c'est un domaine où il y a un besoin médical non couvert particulièrement criant. Alors, dans un premier temps, voici des essais thérapeutiques randomisés qui ont visé à traiter la fibrose pulmonaire idiopathique avec des médicaments par ailleurs approuvés dans l'hypertension pulmonaire. Il s'agit du sildenafil, de l'ambrisentan, du bosentan ou du macitentan, avec des critères d'évaluation qui étaient ceux de la progression de la fibrose, c'est-à-dire essentiellement la capacité vitale ou le test de marche dans le cadre de l'essai STEP. Ces essais sont négatifs, avec même un effet délétère pour l'ambrisentan qui est donc contre-indiqué. Et puis il y a eu d'autres essais visant cette fois à traiter l'hypertension pulmonaire ou des fibroses pulmonaires ayant un risque d'hypertension pulmonaire, on y reviendra, avec l'ambrisentan, l'oriocigate ou le bosentan, qui sont également négatifs, et pour certains qui ont été arrêtés précocement du fait d'une aggravation par l'ambrisentan et le riocigate. Alors, je voudrais revenir sur l'essai RISE, qui est l'essai avec le riocigate, puisque c'est l'un des essais récents qui a comme particularité de s'être intéressé à des hypertensions pulmonaires confirmées par le cathétérisme cardiaque droit avec une PAP moyenne à 25 mm de mercure ou plus, et dans le contexte d'une fibrose pulmonaire, quel que soit le type de l'apnéopathie interstitielle diffuse idiopathique. Les patients devaient avoir une capacité vitale à plus de 45% et un périmètre de marche à plus de 150 mètres pour participer. Et ont été inclus différents types de pnéopathie interstitielle, 3/4 de fibrose pulmonaire idiopathique, mais également quelques PINS idiopathiques, bronchiolite respiratoire avec PID et des formes inclassables de pnéopathie interstitielle. Et vous voyez ici leur hémodynamique. Ils avaient en moyenne une résistance vasculaire pulmonaire autour de 400, une PAP moyenne à 33 mm de mercure et un index cardiaque à 2,6. Cela pour une capacité vitale relativement préservée pour des pnéopathies interstitielles, puisqu'elle était en moyenne à 76%, tandis que la DLCO était à 32%, ce qui est attendu puisqu'il y a également une hypertension pulmonaire. Alors voilà le critère d'évaluation principal, le test de marche de 6 minutes pour cet essai RISE, qui a montré en rouge une tendance à l'amélioration du périmètre de marche sous riocigate versus une tendance à la détérioration en bleu sous placebo, mais cette différence n'était pas significative à 26 semaines où le critère d'évaluation principal était évalué. Pas non plus de bénéfices en termes de critères composites d'aggravation clinique, aucune différence entre le riocigate et le placebo. Mais par contre, ce qui a posé problème et ce qui a causé
l'arrêt prématuré de cet essai, c'est la survenue de décès et d'hospitalisation programmée. Ici, on voit les décès pendant la phase de traitement randomisé de 26 semaines, c'est le premier rectangle orange avant la barre verticale, où on voit qu'on a plus de décès sous riociguate, ce sont les ronds orange, que sous placebo, ce sont les deux ronds bleus. Et pendant la période d'extension de l'étude, c'est le deuxième rectangle orange, à nouveau des décès sous riociguate. Il n'y avait plus de patients sous placebo. Et c'est ça qui a justifié l'arrêt de cet essai. Alors, la cause de l'aggravation sous riociguate n'est pas très claire. On connaît l'efficacité de ce médicament dans l'HTAP. L'aggravation chez les patients ayant une fibrose est moins claire. Alors, il y a eu une revue des scanners thoraciques de ces patients, malheureusement seulement disponibles pour environ la moitié de la population incluse. On a réévalué la fibrose et l'emphysème chez les patients inclus dans l'étude. Alors, en couleur forte figurent les 4 patients ici qui sont décédés. Vous voyez que 3 d'entre eux avaient reçu le riociguate. Et ces 4 patients avaient plus d'emphysème en rouge que de fibrose en bleu. Les autres barres avec des couleurs plus claires, enfin plus fades, sont des patients qui ne sont pas décédés, mais vous voyez que parmi eux, un certain nombre également avaient plus d'emphysème que de fibrose, alors qu'il s'agissait normalement d'un critère d'exclusion. L'hypothèse actuelle, qui ne peut pas être vérifiée par cet essai, est que les patients qui auraient eu un effet particulièrement défavorable du riociguate seraient ceux qui avaient beaucoup d'emphysème, et notamment beaucoup d'emphysème par rapport à la fibrose. Mais là encore, ça reste une hypothèse et dont le mécanisme serait à évaluer. Alors pour revenir sur le sildenafil, puisqu'il est parfois utilisé dans cette pathologie à titre individuel, son utilisation repose d'abord sur les résultats il y a une dizaine d'années dans l'essai STEP-IPF, qui évaluait comme critère d'évaluation principal le test de marche de 6 minutes et qui montrait pas de bénéfice. Mais par contre, il y avait quelques critères secondaires qui montraient une tendance pour un bénéfice, et en particulier pour le critère de Saint-Georges. C'est pour cette raison qu'un autre essai a été réalisé, publié cette fois en 2018, l'essai InStage, chez des patients ayant tous une fibrose pulmonaire traitée par nintédanib, avec un stade assez avancé de la maladie, une DLCO inférieure à 40% de la valeur théorique, où on sait que ces patients sont à risque élevé d'avoir une hypertension pulmonaire. Ils ont été randomisés entre sildenafil et placebo en plus du nintédanib, et cette fois-ci, malheureusement, pas de bénéfice sur le critère de Saint-Georges. Donc, le sildenafil n'est finalement pas un traitement efficace, même à un stade avancé de la maladie où il y a beaucoup d'hypertension pulmonaire chez ces fibroses. Il y a une différence significative sur le taux de BNP qui augmente dans le groupe placebo, qui diminue un petit peu dans le groupe traité, et puis une variation mal expliquée de la capacité vitale qui est plus stable dans le groupe traité que dans le groupe recevant le placebo. Mais pour l'instant, peu de preuves que le sildenafil puisse aider les patients même à un stade avancé de la fibrose pulmonaire. Sildenafil a été évalué aussi en plus de la pyrphénidone, toujours chez des patients ayant une fibrose pulmonaire dite avancée, c'est-à-dire avec une DLCO inférieure à 40% de la théorie. Et ces patients avaient soit un cathétérisme qui montrait une PAP moyenne à plus de 20, soit des éléments qui étaient de haute probabilité d'hypertension pulmonaire à l'échographie cardiaque. Et ils ont reçu en plus de la pyrphénidone, soit du sildenafil, soit le placebo. Voilà le critère d'évaluation principal de cet essai qui est malheureusement négatif sur un critère composite de progression de la maladie. Donc là encore, pas de bénéfice démontré du sildenafil chez des patients à risque d'hypertension pulmonaire. Et pour finir, les 2 essais qui sont des essais plus encourageants, enfin, qui sont tous les 2 des essais avec des traitements inhalés. Le premier avec du NO inhalé. Donc on sait que le NO est le plus puissant vasodilatateur pulmonaire disponible, mais qu'il est utilisé en réanimation, mais plus difficile à utiliser évidemment en ambulatoire. Et des laboratoires développent
des systèmes permettant de délivrer du NO d'une façon ambulatoire. Et c'est l'un de ces mécanismes qui a été utilisé, l'un de ces systèmes qui a été utilisé dans cet essai randomisé, avec une évaluation à 8 semaines, NO inhalé à 30 ppm en permanence versus placebo, avec un traitement ensuite en ouvert avec des posologies croissantes. Alors, les patients participant à cet essai avaient différents types de pneumopathie interstitielle, mais beaucoup de fibrose pulmonaire idiopathique. Ils avaient un périmètre de marche au début de l'ordre de 290 mètres et certains d'entre eux recevaient par ailleurs un traitement antifibrosant pour leur fibrose. Voici le résultat principal qui portait sur l'actigraphie, donc le niveau d'activité des patients. Au centre de ce diagramme, en bleu, il y a une diminution de l'activité des patients en 8 semaines chez ceux qui reçoivent le placebo, alors que l'activité reste stable en rouge chez ceux qui reçoivent le NO inhalé. Et si on s'intéresse à gauche aux activités plus soutenues, dites modérées ou vigoureuses, il y a encore plus de déclin de l'activité chez ceux qui reçoivent le placebo en bleu par rapport à ceux qui reçoivent le NO inhalé en rouge. Et si ensuite on suit ces patients plus longtemps, c'est l'extension, eh bien on voit que qu'il s'agisse de l'activité globale ou des activités plus soutenues, on a une stabilité dans l'open label extension du niveau d'extension quand les patients reçoivent tous du NO inhalé. Donc peut-être un traitement qui permettrait de maintenir une activité chez ces patients sans qu'il y ait de signal d'aggravation de leur oxygénation. Au contraire, il y a plutôt une tendance non significative pour un meilleur maintien de leur oxygénation au cours de l'étude. Et le deuxième traitement inhalé qui a donné lieu à des résultats statistiquement significatifs, de publications récentes, est un essai par le treprostinil inhalé versus placebo chez des patients ayant à nouveau une fibrose pulmonaire, quel que soit le type, associée à une hypertension pulmonaire. Alors, figurent les causes de la maladie pulmonaire dans ce tableau. Vous voyez qu'il y en a une majorité ou une grosse moitié qui ont une pneumopathie interstitielle idiopathique, dont des fibroses pulmonaires idiopathiques, mais également d'autres types de fibroses, par exemple des pneumopathies interstitielles fibrosantes et quelques connectivites. Donc un essai avec une certaine variété dans les causes de pneumopathie interstitielle fibreuse, mais tous une hypertension pulmonaire. Et voici le résultat du critère principal de l'étude, qui est le changement du test de marche de 6 minutes, qui s'améliore chez les patients recevant le treprostinil inhalé, alors qu'il se détériore un petit peu chez les patients recevant le placebo. Donc un deuxième essai avec un médicament différent, mais également inhalé, statistiquement significatif chez les patients présentant une hypertension pulmonaire au cours d'une pathologie interstitielle. Il y a dans cet essai avec le treprostinil inhalé également un bénéfice significatif sur le NT-proBNP qui diminue dans le groupe traité, qui augmente dans le groupe placebo, et sur un critère composite d'aggravation clinique qui comportait l'hospitalisation pour cause cardiopulmonaire ou une diminution du test de marche de 6 minutes, le décès ou la transplantation, un bénéfice significatif en faveur du traitement. Donc ce que l'on retient, c'est qu'il est toujours recommandé, pour prendre en charge l'hypertension pulmonaire des fibroses, de corriger l'hypoxémie si elle existe, de prendre en charge les éventuelles comorbidités. Les traitements habituels et autorisés de l'hypertension artérielle pulmonaire ne sont pas indiqués. Ambrizantan et riociliate sont même contre-indiqués. Et des résultats prometteurs ont été publiés très récemment, à la fois avec le treprostinil inhalé et avec le NO inhalé. Merci de votre attention et nous allons avoir une bonne discussion.